Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre session. Je vous remercie de participer à cet atelier très important et très intéressant sur les, les droits reproductifs et sexuels en situation de crise, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Notre série est intitulée Stay Strong, Stay Standing, Restez debout, restez fort. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Le titre de notre session aujourd'hui, c'est La sécurité d'abord, ensuite les opérations. Lorsqu'on parle d'opérations, dans ce contexte, on parle de programmes et d'activités. Et je m'appelle Onward Chironda. Je suis le fondateur et le directeur d'une organisation qui travaille avec des jeunes au Zimbabwe. Je vous remercie de votre présence. Vous le verrez à l'écran, il y a le nom des personnes que nous avons avec nous. Nous avons tout d'abord Stacy, Stacy Mearns, qui est conseillère technique pour la santé en situation de crise chez IRC. Nous avons également avec nous Hugo, qui travaille avec Jepaigo Nigeria. Elle est directrice pays adjointe. Nous avons également Martha. Martha est la directrice exécutive de Profamilia en Colombie. Puis, nous avons Rebecca qui travaille avec Save the Children. Elle est gestionnaire clinique. Voilà, je vous remercie d'être là et je vais sans tarder donner la parole à Samantha. Samantha qui va nous expliquer les aspects logistiques de notre session. Elle va nous expliquer sur quel canal nous allons pouvoir écouter les présentations et elle va également nous parler plus en général de ces séries de webinaires. Samantha, je te cède la parole. Merci Onward, j'espère que tout le monde peut m'entendre. Bienvenue à tous et merci d'être ici aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord passer en revue quelques questions d'intendance. Il y a le chat en bas sur votre écran ainsi qu'une section questions et réponses. Vous pouvez taper vos questions dans cette boîte. Le webinaire d'aujourd'hui va être présenté en anglais avec une interprétation simultanée en français. Et avant de commencer, si vous souhaitez écouter ce webinaire en français, je vous invite à cliquer sur l'onglet French en bas de l'écran. Et si vous choisissez d'écouter en français, vous pouvez faire mute sur l'audio initial, l'audio original, afin que vous n'entendiez que l'interprétation. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points qui s'affichent. Enfin, ce webinaire est enregistré en version française et anglaise. Et je vais demander à Katie de bien vouloir vous parler un peu plus en détail de cela. Merci, merci Onward d'avoir souhaité la bienvenue à tous les participants aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être là ce matin. C'est notre 2e atelier.
Nous avons tout d'abord parlé de la sécurité et aujourd'hui, on va parler de la manière d'adapter nos programmes à ce nouveau contexte. C'est le groupe de travail interorganisation sur la santé procréative en situation de crise et FP 2020 qui co-organise cette série de webinaires. Nous avons des membres invités des Nations unies, d'ONG, de différents gouvernements. Nous avons plus de 2000 membres individuels qui proviennent de différents types d'agences et d'entités. Et nous partageons tous l'objectif de faire progresser les droits sexuels et reproductifs en situation de crise. La raison pour laquelle FP 2020 et IWAG ont joint leurs efforts pour cette série de webinaires, c'est pour nous pencher sur les aspects opérationnels des organisations dirigées par les jeunes pour fournir des conseils à ces organisations. Nous sommes honorés d'avoir avec nous des experts qui viennent de différents pays. Je vais vous parler également de l'aspect financement. Et je vais aborder cette question à la fin de notre session. Onward, je te rends la parole. Merci beaucoup. Et en effet, tout l'aspect financement est très intéressant pour les jeunes et pertinent en particulier pour les organisations dirigées par des jeunes. En tant que jeune. Vous savez, en tant que jeune à la tête d'une organisation communautaire, notre rôle est important. La crise mondiale qui a été entraînée par cette pandémie a en fait affecté le travail des organisations à base communautaire et des organisations dirigées par les jeunes. Tout cela intervient à un moment où les organisations dirigées par les jeunes ont déjà de la peine à assurer leur financement. Et cela intervient également à un moment où on remet en question les capacités des organisations communautaires, des organisations de jeunes, leur capacité à capter du financement. Avec l'arrivée de la pandémie, les besoins opérationnels ont changé et maintenant nous devons également modifier la manière dont nous travaillons, dont menons nos activités. Et cela nous demande donc énormément d'adaptation. Pour mon organisation, cela est synonyme de dialogue avec les bailleurs de fonds, d'adaptation de nos méthodes. Et il est probable que les donateurs ne soient pas d'accord sur le résultat escompté du financement qu'ils offrent. Donc cela soulève toute une série de problèmes de ce type et je suis persuadée qu'on va découvrir ce type de problématique plus en détail grâce à notre série de webinaires. Les recommandations visent souvent à commencer à travailler avec Zoom, mais les problèmes parfois de connectivité surviennent. Zoom fonctionne très bien dans certains environnements, mais dans d'autres contextes, c'est plus difficile. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent à partir d'organisations communautaires, d'autres personnes qui font partie d'agences qui travaillent dans le secteur de la santé reproductive et sexuelle, dans ce type d'environnement, dans ce type de contexte. Donc, j'aimerais leur dire que les défis qu'ils rencontrent sont les mêmes défis que l'on a également rencontrés. Et on essaye maintenant d'apporter notre expertise, nos conseils. On est enthousiaste à l'idée d'entendre l'avis de chacun. Donc, n'hésitez pas à taper vos questions ou vos commentaires dans le chat.
parce que les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, nous les connaissons très bien et nous sommes ici pour échanger des expériences, pour discuter de ce que l'on peut faire pour assurer l'accès à la santé sexuelle et reproductive dans ce contexte et dans nos communautés respectives. Donc, j'aimerais commencer avec Hugo. Pourquoi est-ce que tu penses que les services de la santé sexuelle et reproductive sont cruciaux dans ce contexte? Et à ton avis, que faut-il faire pour mettre l'accent sur ces services, pour en faire une priorité dans le contexte de cette pandémie? Merci beaucoup, Anwar, pour tes questions et ta présentation, ton introduction. Moi aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint cette présentation. Ceci est une question critique. C'est vraiment crucial que nous équilibrons nos réponses à la pandémie pour retenir les droits reproductifs et sexuels. L'impact que la pandémie a eu sur différentes sections de notre économie. Je me souviens que pendant le confinement dans mon pays et je crois dans d'autres pays, il y a eu une confusion générale sur ce qui se passait, quelles organisations furent ouvertes, quelles furent fermées. Et il y avait pas mal d'angoisse parmi les utilisateurs de nos services. Et par-dessus de tout, il y a eu la propagation de mésinformations. Donc, pour faire une présentation essentielle à nos clientes et à nos services d'information, il a fallu coordonner. On a fait faire un nombre d'études et d'évaluations qui ont évalué les effets indirects de la pandémie COVID. Et ils ont fait ceci de façon différente. Je voudrais juste lire quelques-unes de un de leurs résultats. L'impact qu'il y a eu sur la fourniture de contraceptifs. Et il y a eu des grossesses non souhaitées. Il y a eu 28 000 morts maternelles et une estimation conservatrice, c'est qu'il y a eu un accès aux soins bien restreint, limité. Il y a aussi la continuation de violences basées sur le genre. En général, les incidences de violences basées sur le genre étaient dues au stress, aux insus de l'infection, parce que tout le monde a dû rester longtemps à la maison pendant cette période. Sur les jeunes filles, les filles et les femmes, il y a eu l'impact, surtout l'impact le plus poussé. Il ne faut pas perdre de vue les gains, les progrès que nous avions faits. Mais il faut qu'on trouve un équilibre. En même temps, il faudra donner la priorité à la violence basée sur le genre et aux services qui sont disponibles pour les femmes. Et il faudra être beaucoup plus précis sur les services que nous pouvons continuer à fournir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo.
pour ce que vous nous avez dit. Je sais que vous avez énormément à dire, mais vous avez mis l'emphase sur des aspects très importants sur la prioritisation et de nous dire où il faut surtout mettre les efforts en faveur de femmes et quelles informations il faudra partager. La plupart du temps, en termes de financement, les organisations dirigées par les jeunes ont, risquent de perdre beaucoup de leurs gains, de leurs progrès. J'ai remarqué pour mon organisation, quand on veut contacter le gouvernement local pour lui dire: «Voilà notre façon de procéder, dans cet environnement», le la concentration est passée, heu, en fait, il y a différentes façons de focaliser. Il y en a qui disent, il faut il y a de différentes, perspectives sur ce sur quoi on devrait se focaliser. Mais si on essaie de fournir de l'équipement de protection individuelle, il faut s'assurer qu'on ne se concentre pas simplement sur le côté santé sexuelle et reproductive. Il faudra, donner le il faut les parler sur un champ plus élargi, sinon ils ne s'y intéressent pas. Je voudrais maintenant, inviter Martha, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Quel est l'équilibre ou quel est l'acte d'équilibre quand on regarde la fourniture de services, sexuels et génésiques? Quel est votre environnement ou ton environnement de travail actuel? Merci beaucoup, Onward, et merci à tous de votre intérêt à apprendre comment nous avons traité la situation actuelle. J'aime beaucoup ce que vous avez dit au début, que indépendamment de la taille de nos organisations, nous faisons face aux mêmes problèmes de confusion, de manque de clarté et qu'il faut trouver un équilibre. Pour nous, c'était le premier grand défi auquel on a fait face. Mais on savait, à cause de ce que disait, Hugo tout à l'heure, qu'il était primordial que les services ou la fourniture de services, reproductifs et sexuels continue. Parce qu'il y avait le gouvernement était tout le temps en train de traiter le problème de la pandémie, mais il y avait aussi des inquiétudes quant à ce qui se passait. La première chose qu'on a fait, pendant toute cette confusion, on a pris un pas de recul pour être aussi pragmatique que possible et nous avons créé un petit comité composé de personnes de différentes, zones d'expertise, champs d'expertise et on s'est donné l'autorité pour prendre des décisions très rapidement et surtout la réaction de ceux sur le terrain, c'était: «Nous allons suivre les lignes directrices que nous ont données ce comité, malgré tous les règlements de nos partenaires». Nous avons choisi un groupe de gérants qui nous ont aidés qui nous ont qui nous a donné de la direction. Le comité nous a aidés à prendre des décisions très rapidement. Dans la période En une période de quelques semaines seulement, on a réussi à avoir un réseau de personnes travaillant à distance à partir de chez eux
mais on a mis en place un système de distribution d'équipements, etc., etc. Au début, ils m'ont désigné aux fins de faire des activités, prôner les efforts pour continuer à fournir les services sexuels et reproductifs. C'était un point d'entrée pour garantir qu'on arrivait toujours à offrir ces services si importants. Nous avons aussi offert une ligne de crédit avec la banque. Nous avons ouvert une ligne de crédit à la banque parce que nous ne savions pas si nous aurions suffisamment de ressources financières. Et pour garder les cliniques ouvertes et pour continuer à visiter les communautés que nous desservons. Il a fallu vérifier nos outils digitaux et on a dû mettre en place un système de télémédecine. Nous avons commencé une petite ligne de communication pour la santé mentale parce que nous nous sommes rendus compte qu'il allait y avoir des problèmes de santé mentale qui allaient influencer une bonne partie de la population dans cette période stressante. Nous avons décidé également que le réseau de jeunes que nous avions, il fallait qu'on s'inquiète rapidement sur comment ils allaient, non simplement sur leurs droits reproductifs, mais également sur l'alimentation, leurs accès aux commodités, aux biens tels que l'alimentation. Nous avons mené un programme de donation parmi tous les employés pour aider à fournir de la nourriture, des supermarchés, etc. Parce qu'il y a eu un problème de ce genre. Il a aussi faire face, nous avons dû faire face aussi aux problèmes posés par le fait qu'on ne pouvait pas se réunir en personne comme avant. Et on a dû se servir de tous les outils digitaux qui étaient à notre disposition. Et nous devions constamment rappeler au personnel qu'il fallait bien s'occuper d'eux-mêmes, de leur bien-être. Et on donnait des aspects, des astuces des indices pour qu'ils puissent parler de connaissances ou disséminer des connaissances de base sur le COVID. Merci beaucoup, Martha. Tu as soulevé des questions très importantes, plusieurs questions importantes. Du côté du point de vue opérationnel. Maintenant, je voudrais demander à Rebecca, qui pourrait peut-être commencer. Ma question pour toi, c'est comment savons-nous quelles sont les activités les plus importantes à continuer ou à mettre en œuvre pendant la pandémie? Parce que personne ne sait quand cette pandémie va prendre fin. Est-ce que ça va prendre encore des semaines, des mois? On ne connaît pas. Il y a des niveaux 2, niveau 3. Quand est-ce que ça va se faire? Donc, quelles activités en termes de prioritisation sont les plus importantes à faire? Merci, Onward. J'aimerais tout d'abord dire un petit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux manières de répondre à cette question. Tout d'abord, il faut réfléchir à toutes les activités préexistantes, ce qui doit continuer en situation de Covid. Ensuite, il faut également réfléchir à quelles activités sont essentielles du point de vue de l'épidémie.
Lorsqu'on réfléchit à la première catégorie, les activités préexistantes, la question c'est toutes ces activités. Toutes nos activités sont importantes. Elles sont conçues pour améliorer la vie de nos bénéficiaires. Cette crise, ne sera pas une crise de courte durée et comme cela a très bien été dit, heu, on est en train de se soucier d'une possible deuxième vague. Donc il faut avoir, un cours d'action clair. Il faut bien sûr poursuivre tous nos services préexistants. Bien sûr, tous nos programmes vont comporter une dimension de risque. Heu, c'est un risque, qui sera présent pour notre personnel et un risque également pour nos bénéficiaires. Donc il est important de s'adapter pour essayer de minimiser ce risque. L'idéal, ce serait de s'adapter entièrement, de réduire les risques et de poursuivre nos programmes. Bien sûr, en termes réels, ce n'est pas toujours quelque chose de possible. Des fois, les ressources ne sont pas suffisantes pour apporter les adaptations nécessaires. Parfois, nous n'avons pas, les installations sanitaires nécessaires, donc il faut, prendre des décisions délicates parfois et je crois que dans le contexte de ces décisions, il est utile de se baser sur un cadre de décision. Par exemple, dans tous nos secteurs, nous avons utilisé un cadre des Nations unies, the UN Practicality Framework. C'est un cadre qui nous permet d'examiner les besoins en matière, de sauvetage de vie et d'autres priorités et c'est quelque chose de très utile. On peut l'appliquer à ce type de processus. Donc, si vous avez les capacités et les ressources de vous adapter de manière sûre, alors oui, adaptez toutes vos activités et continuez toutes vos activités aussi longtemps que possible. Lorsque vos ressources sont limitées, alors il faut accorder la priorité aux activités qui sauvent des vies et suspendre les autres activités. Une autre manière d'aborder cette question, c'est de réfléchir à comment ces activités contribuent à l'interruption de la transmission du virus. Par exemple, la surveillance, la participation des communautés, la gestion des cas, etc. Quelles sont ces activités qui sont les plus importantes et quelles activités sont de nature à aider à contenir la propagation épidémiologique? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'établir des priorités sur votre contribution à ces activités, j'aimerais dire que tout cela dépend de votre expérience, de vos capacités et de vos programmes préexistants. Si vous travaillez avec des groupes communautaires et des groupes de jeunes, il faut, par exemple, travailler sur l'accès de réduction des risques et de prévention. Si vous travaillez sur la gestion des crises, l'approche sera différente. Donc je crois qu'il faut se pencher sur, bien sûr, la rapidité, mais également sur la qualité de nos activités. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais écouter les autres. Merci. Bonjour à tous et merci Stacy d'avoir donné le ton et d'avoir parlé de ce cadre des Nations unies. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'aimerais ajouter quelques éléments d'exemples pratiques pour vous illustrer cela en termes réels. Par exemple, ce que cela signifie en termes de services. Si votre organisation offre un service particulier à la communauté, je par exemple, une des activités clés qui a été mentionnée, et qui est une activité très importante, c'est celle, d'évaluer les risques pour le personnel, pour les bénéficiaires, pour la communauté. Donc si vous décidez de continuer d'offrir ces services, en même temps
Vous devez réfléchir aux différentes étapes techniques qui vont vous permettre de le faire de la manière la plus sûre possible compte tenu de la pandémie. Par exemple, cela peut être synonyme d'installation d'une station de lavage des mains ou encore cela peut impliquer un changement, par exemple organiser une zone d'attente à l'extérieur du bâtiment ou encore trouver des moyens, de surveiller, pour ainsi dire, l'état de santé de votre personnel. Également communiquer avec votre personnel afin qu'ils sachent quoi faire s'ils ont des symptômes, si un membre de leur famille a des symptômes et également s'assurer que votre personnel ait à disposition les informations nécessaires. Ensuite, j'aimerais ajouter un élément à ce que vous avez dit par rapport à la participation de la communauté. Il est essentiel de bien comprendre les besoins de la communauté. Dans le cadre de cette pandémie, nous avons vu que les communautés avaient beaucoup de préoccupations concernant, par exemple, des services de santé ou du personnel de santé était perçu comme un risque supplémentaire lorsqu'ils revenaient chez eux dans leur communauté. Il y a des communautés également où les personnes étaient réticentes à se rendre, à une clinique, à un centre de santé. Donc il faut dialoguer avec ces communautés et mettre en place un mécanisme de feedback afin d'enclencher des discussions de fond, alignées sur, les impératifs de distanciation physique, heu, faire participer également des parties Partez. prenantes, de d'un qui proviennent d'en dehors de la communauté pour installer un dialogue, pour transmettre les informations nécessaires. Il faut également adapter les programmes. Il faut se demander si les programmes répondent aux besoins de la communauté visée. Bien sûr, c'est quelque chose que l'on fait de manière, routinière pour nos services essentiels, mais il est important de le faire, de manière, plus fréquente dans cet environnement qui évolue rapidement. Les personnes sont très inquiètes. Les informations provenant du gouvernement ou d'autres parties prenantes changent constamment, donc l'organisation doit être présente. Elle doit permettre à ces discussions de naître au sein des membres de la communauté. Merci Stacy, merci Rebecca. Vous avez évoqué un point très important. Stacy a parlé des risques entraînés par la continuation des activités. Et Rebecca a parlé de la hiérarchisation des risques et du dialogue avec la communauté. Je suis ravie de voir que Stacy a également évoqué un outil très important. Ce document dont elle a parlé va être posté en ligne pour ceux qui souhaitent y accéder. Ce document peut faire office d'outil pour leur travail. On a parlé de la nécessité de modifier nos stratégies, par exemple, installer des stations de lavage des mains. Les priorités
sont en train de changer. Et j'aimerais savoir, Stacy, comment faire pour communiquer ces changements aux bailleurs de fonds et comment obtenir leur soutien pour des activités qu'on n'est plus en mesure de mener. Parfois, par exemple, il faut investir une partie de nos fonds dans les équipements de protection individuelle, donc cela crée des besoins financiers. Donc comment au mieux communiquer ces changements, ces adaptations à nos bailleurs de fonds? Stacy. Merci, Onward. En effet, c'est une question très, très importante euh, auxquelles nous sommes tous confrontés, grandes organisations comme petites organisations. En effet, cette pandémie a eu des effets transformateurs profonds sur la manière dont nous travaillons. En effet, il faut se poser ces questions lorsqu'il y a des événements perturbateurs tels que celui-ci. Il faut se montrer souple. Bien sûr, cette souplesse va varier. Et tout d'abord, la première question à se poser est quelle est votre marge de manœuvre? Quelle est votre flexibilité? Je vous conseille toujours de contacter vos donateurs rapidement. Organisez une réunion avec eux pour parler en détail de vos programmes ou pour parler des défis que vous discernez. Tout un travail interne doit être fait. Il faut réfléchir à vos projets et voir quels seront les changements à apporter. Comme ça, vous serez prêt lors de la discussion avec les donateurs. Et il faut également réfléchir aux impacts de cette crise. Est-ce que vous attendez des retards supplémentaires concernant vos activités? Est-ce qu'il y aura des annulations de vos activités? Est-ce que vous devez mettre en place des mesures d'atténuation? Par exemple, est-ce que votre personnel doit suivre une formation supplémentaire? Est-ce qu'il va falloir installer des stations de lavage des mains? Est-ce qu'il y a également de nouvelles activités que vous devez entreprendre? Quelles ressources souhaiteriez-vous rediriger à ce type d'activité? Est-ce que vous allez remplir vos objectifs au point de référence? Donc, je crois qu'il faut, dans l'ensemble, vous montrer très honnête et très transparent par rapport à votre travail, vos défis et également évaluer constamment la situation et voir ce qui va se passer au cours des 6 prochains mois, comparer cela avec, entre vos attentes et la réalité. Donc, soyez clairs, soyez sincères. Est-ce que vous souhaitez réaligner votre budget? Est-ce que vous avez besoin de plus de fonds? Il faut communiquer clairement. Les matrices. Et bien sûr, il ne faut pas opérer de changements majeurs sans l'approbation, du bailleur de fonds. Il faut également que vous sachiez que si vous devez annuler des activités, certains donateurs ne vont pas couvrir les coûts. Donc, il faut être très clair sur cela. Il faut garder toutes les documentations que vous avez avec vos donateurs, les discussions orales par téléphone, c'est très bien, mais il faut également que tout soit mis par écrit, c'est très utile afin que chacun sache ce qui est en train de se passer. Et bien sûr, entretenir des contacts réguliers avec le donateur. Et soyez honnête si vous percevez des défis supplémentaires qui vont vous toucher. Donc, en somme, je crois qu'il faut simplement se montrer honnête et transparent en situation de crise comme celle-ci. Onward. Merci.
Vous avez dit que celui qui ne demande pas n'obtient rien et vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que je retire de votre intervention, Stacy. Vous avez parlé de documentation également et je pense que c'est un aspect crucial. J'aimerais maintenant rendre la parole à Hugo. Ma question pour Hugo est la suivante. Aujourd'hui, nos intervenantes ont parlé des risques, ont parlé des stratégies. Et j'aimerais te poser, Hugo, la question suivante. Concernant les activités que nous souhaitons poursuivre, comment les ajuster pour répondre à l'environnement de la pandémie? Et Ce concerner ce que Stacy a dit à propos de la sûreté, de la sécurité, de l'atténuation des risques. En plus, comment s'aligner sur les différentes réglementations qui régissent les organisations dirigées par les jeunes dans les différents pays. L'OMS et l'Organisation mondiale de la santé, leur directrice, et puis différentes communautés sont gérées par différents groupes de réglementation. Comment est-ce que nous ajustons nos procédures et nos activités pendant la période de COVID? Merci beaucoup. Je pense que Martha, Stacy ont déjà a déjà commencé comment est-ce que les organisations réagissent. La mienne est toujours en train de s'adapter. En fait, il faut réfléchir à 3 choses. Tu viens de mentionner quelles sont les politiques du pays en ce moment. Au Nigeria, nous avons une, une un groupe de travail. Différents États au Nigeria ont différentes réglementations sur ce quand il ne faut pas être dehors. Donc, quand on planifie, il faut garder tout ceci à l'esprit également. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de penser au début, d'abord à son personnel, à leur bien-être. Ce que nous avons fait dans tous nos bureaux à travers le pays, nous nous sommes assurés que chaque membre de notre équipe personnelle a, reçu des messages bien clairs pour être sûr, pour nous assurer qu'ils étaient tous en bonne tête, qu'ils avaient tous accès aux formations nécessaires, qu'ils pouvaient accéder aux plateformes Zoom, etc., pour s'assurer que tout le monde avait des masques, qu'il y avait du gel hygiénique et bien sûr qu'il fallait régulièrement prendre la température de tout le personnel. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui travaillaient à partir de chez eux. Beaucoup de gens ne venaient pas tous les jours au bureau. Évidemment, se déplacer dans les transports publics, etc., pose des risques. Donc, il faut avoir désigné un leader COVID qui est responsable de donner des lignes directrices. Ou ça se il y a ou comment, réagir quand il y a un membre du personnel ou de l'équipe qui souffre, qui est devenu, qui a eu le COVID, ou qui devient malade. Nous avons de différents projets et de programmes. À Jipago, nous avons des lignes directrices opérationnelles en cas de pandémie ou de crise.
Nous encourageons l'équipe, à penser à des, solutions de soins pour eux-mêmes, pour leur propre bien-être. Comment est-ce qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont accès à, faut s'assurer, par exemple, est-ce qu'ils ont accès à des contraceptifs sans ordonnance, par exemple seulement? Quelles étaient les mesures qu'on pourrait utiliser pour nous adapter dans le cadre de différents projets? Je parle de solutions techniques de base, très, très basiques, de base. Les SMS, les textes, appeler les gens par téléphone. Si c'est possible d'établir une ligne, spéciale, santé, et bien sûr des sessions de formation virtuelles, des réunions virtuelles. Donc on a fait pas mal de recherches, on pensait, réfléchissait beaucoup à tout ceci. Dans les différentes institutions qui est pour la prestation de services, ont dû s'adapter. Au Nigeria, heu, il y a un projet où on a utilisé des travailleurs de santé, heu et il fallait réfléchir aussi comment fournir les médicaments, pour de mainten les médicaments VIH et cetera. Dernièrement, mais très important, on a continué à fournir la notre prestation de services dans les différentes facilités, différents endroits, et et il fallait trouver des moyens comment de pour s'assurer qu'ils aient des moyens de triage de patients qui arrivent, à la porte, comment traiter les mesures opérationnelles. Et il fallait aussi être, bien clair ce que souhaitent nos clients. Il était très important de, contacter ceux qu'on connaît déjà pour expliquer: «Voilà ce que nous faisons, voilà les mesures que nous prenons actuellement». Merci beaucoup. La communication est primordiale. Merci beaucoup, Hugo, pour pour vos pensées, avoir partagé votre expérience. J'aimerais revenir, à Martha et à Rebecca. Que fait votre, organisation pour s'adapter à la programmation de santé reproductive et sexuelle? Vous avez mentionné en répondant aux questions, auparavant, mais votre organisation, comment est-ce que elle s'est adaptée à la programmation, précisément à la santé sexuelle et reproductive? Merci beaucoup, Hugo. Vous avez mentionné que vos priorités étaient le personnel et les clients. Nous aussi, nous nous inquiétions des mesures de biosécurité. On donnait aussi du conseil, gratuit. La 50%, en fait, 50% d'appels que nous recevons dans le centre d'appel viennent des jeunes. Il est important qu'on puisse leur dire quels services restent ouverts, auxquels services est-ce qu'ils auront accès pendant la pandémie, qu'est-ce qui reste ouvert. Donc, pour nous,
il est resté très important de pouvoir informer correctement. Nous avons aussi mis en pratique la télémédecine, pas pour tout, mais la planification familiale, l'accès à la contraception, les services d'avortement. Ces services-là sont fournis maintenant à travers la télémédecine. Nous avons aussi des opérations de soins euh, données à la maison. Il y a une équipe de médecins et d'infirmières qui sont formés pour fournir leurs services à la maison, au domicile des patients. Pour nous, il y a une grande couverture pour le pays en entier, sur le territoire en général. Nous opérons dans 4 grandes villes. Nous allons dû augmenter nos services pour pouvoir fournir l'accès aux tests COVID. Comme j'avais indiqué tout à l'heure, nous avons ouvert une petite ligne téléphonique de santé mentale qui s'appelle en anglais en espagnol, puisque je voudrais me sentir bien, pour qu'ils puissent obtenir de l'aide pour des violences domestiques ou des violences sexuelles. Une ligne de santé mentale qui aidait surtout les jeunes à réagir à ces situations. Nous avons découvert que les jeunes sont très flexibles et cherchent toujours des informations à partager avec la communauté. Et en fait, c'est formidable. Nous avons peut-être une centaine d'organisations locales qui font partie de notre réseau, qui nous aident à informer où est-ce qu'on peut aller pour avoir accès aux moyens de contraception dont ils ont besoin. On gère des formations, on donne des formations également à différentes questions concernant la sexualité, mais également concernant la violence. Tout n'a pas besoin d'être précisément médical ou disons rigide. Le réseau de jeunes on a trouvé ceci formidable. On tient des jeux, des lectures de poésie. Ceci donne une occasion de se réunir et de réfléchir ou de penser à des choses différentes que, que le COVID ou que des problèmes, aux défis auxquels ils sont confrontés à la maison. On a vu que c'était très utile de la distraction sur d'autres sujets était très, très important. Et j'essaie de réfléchir toujours à comment livrer les renseignements dont les jeunes ont besoin. Mais en même temps, comment les stimuler. On a fait plusieurs sessions sur Facebook Live. On est en communication constante avec eux et nous avons créé un réseau extérieur avec nos partenaires, ce qui est devenu très important en pratique. La disponibilité de partenariats locaux qui existaient déjà. Ouais, nous traitons de tout ce qui concerne les droits reproductifs et sexuels, mais nous avons pu établir des partenariats avec d'autres organisations qui ont, par exemple, d'expertise dans le domaine de violences sexuelles ou basées sur le genre. Ceci nous permet de répondre de façon plus élargie. Je pense que, en fin de compte, ceci a créé la sensation ceci n'est pas la fin du monde, on va survivre. Nous avons les outils qui vont nous aider à
continuer à vivre et à réussir pendant cette crise. Ces partenariats furent vraiment formidables, géniaux pour, parce qu'il y a plusieurs organisations publiques qui s'inquiètent, et qui se préoccupent de la santé des jeunes et on s'entraide entre nous. Et quand, on veut savoir quelles sont les lignes directrices, ces organisations les publient sur leur page, internet. Et les lignes de santé nous aident à baisser un petit peu l'angoisse et l'anxiété et qui aident les gens à obtenir les services, les contraceptifs dont ils ont besoin. Merci Martha et Hugo d'avoir partagé avec nous vos propres exemples en termes d'adaptation. J'aimerais mentionner quelques aspects qui n'ont pas encore été abordés. À Save the Children, nous avons changé beaucoup de tâches. Nous avons modifié nos tâches. Nous avons, par exemple, identifié des points focaux pour le COVID-19, c'est-à-dire une personne qui, au sein de notre organisation, a un peu de temps à sa disposition pour se pencher sur les différentes lignes directrices, les compiler peut-être, et puis en faire un document de formation que l'on peut envoyer au personnel. De cette manière, tout le monde ne doit pas gaspiller son temps à refaire la même chose chacun de son côté. Et comme la situation évolue rapidement de jour en jour, il est important d'avoir cette personne de contact qui soit dévouée à ce travail et qui puisse communiquer avec les autres membres du personnel les dernières informations. Par exemple, cette personne ressource peut donner des conseils à un membre du personnel qui tombe malade pour lui dire ce qu'il convient de faire. Nous avons également modifié certaines de nos responsabilités sur le plan de la communauté. Par exemple, des personnes ont été formées à la gestion de l'épidémie. Ces personnes ont également été formées à la manière de communiquer avec les membres des communautés et d'assurer leur sécurité. Ces personnes ont été nos personnes de première ligne, pour ainsi dire, dans le contexte de la pandémie, et elles ont endossé ce rôle supplémentaire, ces responsabilités supplémentaires. Nous avons d'autres exemples un peu plus uniques, pour ainsi dire. Par exemple, en Inde, nos programmes ont identifié certains étudiants qui ensuite ont été entraînés et ont pu soutenir certaines activités avec la communauté, particulièrement des activités visant des populations cibles. Dans le cadre d'autres programmes, par exemple, du personnel clinique, du personnel médical a endossé plusieurs rôles selon les nécessités du moment. Autre point qu'il convient de souligner, nous avons aidé nos différents programmes afin qu'ils disposent des informations à jour concernant les infections et également afin qu'ils aient accès à des équipements de protection individuelle. Nous avons reçu beaucoup de questions concernant les lignes directrices, concernant la manière d'obtenir des équipements de protection individuelle. Les personnes voulaient savoir ce qu'elles devaient faire en termes de planification, quelles ressources cela va-t-il absorber, est-ce qu'il faut renforcer leurs capacités, est-ce qu'il faut un soutien logistique supplémentaire pour s'assurer que tous nos programmes de terrain et toutes nos personnes aux premières lignes aient accès à ce type de choses.
Donc, comment obtenir ces équipements de protection individuelle, mais également quel est l'impact environnemental? Que faire de ces équipements? Comment les réutiliser, les conserver si nécessaire? Parce que dans certains endroits, il est difficile d'en avoir assez. Donc, on a fait de notre mieux pour diffuser ce type d'informations. Autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous nous sommes demandé comment faire en sorte que nos messages essentiels parviennent aux bonnes personnes et comment s'assurer que les parties prenantes essentielles, par exemple les églises ou les leaders de groupes de jeunes, comment ces personnes clés puissent participer à des processus permettant d'identifier les messages clés à transmettre à la communauté. J'ai un autre exemple illustratif d'un programme au Laos, par exemple. Et dans le cadre de ce programme, ils ont identifié un pharmacien qui jouait un rôle clé au sein de la communauté. Et donc, ce pharmacien a pu prodiguer des conseils à la population sur la manière de se protéger. Le programme s'est concentré sur la manière de s'assurer que les pharmaciens aient accès aux bonnes informations, au bon matériel. Heu, on leur a fourni des brochures, des informations afin qu'ils soient à même de répondre aux besoins de la population. Voilà, je vais m'arrêter là et je te rends la parole, Onward. Merci beaucoup, Rebecca. Je vais te remettre sur le grill pour ainsi dire. Nous avons une question de Lindsay dans le chat. Elle demande: «Quelle réglementation serait utile pour faire face à une deuxième vague de Covid-19?» Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Oui, bien sûr, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de débats autour de cette deuxième vague. Est-ce que la première vague est finie? Est-ce qu'une deuxième vague arrive? Il y a des débats sur le pic. Avons-nous passé le pic? Est-ce que l'on a bien aplati la courbe, etc. Ce que je peux dire, c'est que pour notre part, en tant que programme qui est actif sur le terrain, il est important de bien être au clair sur les informations à jour. Que savons-nous aujourd'hui? Et garder à l'esprit que tout peut changer. Ce que j'aimerais dire, c'est que on n'en est pas là où on en était en mars. Nous avons pu bénéficier de 7 ou 8 mois de lignes directrices, de conseils de l'OMS, par exemple. Et je crois qu'il faut profiter de ces informations, insérer cela dans nos programmes, dans notre planification programmatique également, utiliser les dernières connaissances pour modeler nos programmes, se pencher sur les indicateurs clés. Il n'y a pas qu'un seul indicateur utile, il y en a plusieurs. Donc, pour répondre à votre question, euh, Mmh, des mesures barrières telles que la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, tout cela doit être effectué, de manière constante et ce n'est pas une mince affaire. Donc je crois, qu'il faut poursuivre tous nos programmes en nous basant sur les informations que nous avons. Il ne faut pas simplement penser à une seule dimension, par exemple gestion du risque ou atténuation des risques. Il faut englober l'ensemble des différents aspects. Et nous devons le faire pour protéger notre personnel et pour protéger nos communautés. Très bien, merci Rebecca pour ta réponse.
Et maintenant, j'ai une question pour Hugo. Une question d'Ishimwe Alliance. La question est la suivante. Dans nos sociétés culturelles traditionnelles, on ne parle pas ouvertement de la santé sexuelle. Donc, comment faire pour atteindre les jeunes et leur parler de ces choses-là? Avec leurs parents, dans leur famille, ces jeunes n'ont pas la liberté d'aborder ces sujets. Donc, comment aider ces jeunes? Merci. Changer nos croyances culturelles, nos traditions, nos normes sociales est quelque chose qui est un travail de longue haleine. Et bien sûr, tout cela varie selon les parties du pays. Par exemple, chez nous, les personnes ont des cultures différentes selon d'où elles viennent dans le pays. On ne peut pas toujours aborder tous les sujets. La manière dont on aborde cela, c'est que l'on essaye d'identifier quelles sont les sources d'information de ces jeunes en temps normal. Est-ce que ces jeunes écoutent leurs pairs au sein de leur communauté? Donc, on essaye de trouver différentes voies pour les atteindre. Parfois, les informations ne viennent pas des enseignants, ne viennent pas de la famille, des parents ou des pairs. Alors, nous devons découvrir la manière dont les jeunes s'informent et utiliser les mêmes voies. Il faut s'assurer que les personnes qui éduquent les jeunes, qui ont accès à ces jeunes, ont assez d'informations, on travaille de manière proche avec les jeunes. Et c'est difficile à faire en situation de pandémie où chacun est isolé chez soi. Mais cette pandémie ne durera pas toujours et donc il faut préparer la suite. Et nous faisons cela de diverses manières. Nous avons un groupe de jeunes avec lequel nous travaillons et s'il joue le rôle de relais pour transmettre nos informations. C'est quelque chose qui est un travail en cours, un travail de longue haleine, comme je l'ai dit, et je suis persuadée que les personnes ont différentes manières de faire cela, que ce soit des tutoriels, des matériaux, du matériel pédagogique ou je ne sais quoi. Donc, je suis tout à fait ouverte à écouter d'autres exemples de ce que les autres personnes ont fait dans leur pays pour encourager ces changements culturels. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Dans mon expérience, j'ai vu que les jeunes sont intéressés à disposer d'espaces où ils se sentent sûrs, où ils se sentent bien. Ils créent des groupes WhatsApp, ils créent leurs propres groupes où ils sont libres de parler de santé sexuelle et reproductive. Nous avons également formé certains jeunes qui ont un rôle dans la communauté, des jeunes qui sont une source d'influence, pour ainsi dire, que les autres écoutent pour que ces personnes puissent parler de la santé sexuelle et reproductive et faire passer les messages. Si un jeune a besoin d'un service spécifique, alors il va se tourner vers cette personne relais, vers cet autre jeune et ainsi, on peut fournir un soutien, un service à la personne qui en a besoin. Au Zimbabwe, par exemple, à l'heure actuelle, il faut une lettre pour avoir le droit de se déplacer. Et donc, on peut fournir ce type de lettre.
On travaille sur WhatsApp, on travaille sur Internet. Et pour les gens qui n'ont pas accès à ce type d'outils, on peut également communiquer par texto. Ainsi, on fait passer les informations concernant le COVID-19 et ces personnes vont les transmettre aux autres. Donc, on envoie ces messages massifs par texto pour essayer également de défaire certains mythes qui règnent autour de cette pandémie. Également, on organise des événements et on les communique par SMS et donc les jeunes peuvent montrer à leurs parents: «Regardez, voilà, je vais me rendre à cette réunion». Donc cela permet d'engager un dialogue sur le type de service que nous offrons. Il y a eu une question de la part de Haro sur le chat qui est dirigée à Stacy. Haro dit, en vous écoutant tous, des adaptations différentes que vous avez mises en place dans vos différentes organisations, est-ce que vous avez reçu des donations de kits de protection? Notre organisation ne peut pas offrir ce genre de fourniture. Nous pouvons mettre en place des mesures pour relever la conscience générale et on peut travailler en tant qu'activiste. Stacy, comment répondriez-vous à Aurore? Merci, Horace. C'est une question très valable, très importante. Je crois qu'en fin de compte, ce qu'il faut admettre et accepter, c'est qu'il n'y a pas moyen de contourner la réalité de ressources à zéro. Si et il faut des standards minimums pour assurer la sécurité. Et ceci demande des ressources financières. Donc, c'est une question clé d'essayer de soulever euh, enfin, les fonds dont on a besoin. Des efforts de ce genre sont primordiaux. Pendant la période de COVID, on a commencé à utiliser la technologie beaucoup plus qu'avant. On a utilisé WhatsApp beaucoup, le WhatsApp pendant notre programmation de façon générale. Je pense qu'il y a des moyens par lesquels on peut réfléchir à travailler de façon plus efficace, mais en fin de compte, il y a un besoin de ressources pour assurer la sécurité du personnel et de la programmation. Bon, merci beaucoup. Pour revenir à Hugo, juste un moment. Tu as parlé de ceux qui reçoivent des prestations de services à travers votre programme. Et je voudrais me concentrer surtout sur des adolescents et les jeunes et ceux qui sont difficiles à joindre. Tu as parlé de réunions virtuelles. Nous parlons déjà des personnes privilégiées qui ont l'Internet, mais il y a des adolescents qui n'ont pas accès, même pas accès au téléphone portable, sans parler de l'Internet, peuvent pas être connectés aux médias sociaux. Comment est-ce que tu as continué à les engager? Juste très rapidement. Bon, je vais utiliser un de nos projets VIH pour donner un exemple. Où
nous ciblons les adolescents et les jeunes dans des communautés qui sont très difficiles à joindre. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, ce que nous faisons dans ces villages à l'intérieur, ces communautés à l'intérieur, quelquefois il faut marcher, faire de longues marches pour les joindre ou prendre un vélo. Nous sélectionnons, nous engageons des travailleurs volontaires qui se portent volontaires dans ces villages et ils connaissent, les jeunes de leur communauté. Nous travaillons avec ces personnes, on leur donne beaucoup de formations, on leur donne de l'équipement de protection personnelle tel que les masques et on fait des efforts particuliers pour joindre ces communautés à l'intérieur. Ou bien on fait les tests et on les forme, on leur donne l'éducation non simplement sur le COVID, mais sur d'autres mesures de santé, de façon générale, de la santé sexuelle et, et, et des mesures pour empêcher le VIH. Quelquefois, ça donne des résultats positifs. S'ils ne peuvent pas obtenir la logistique, nous faisons de notre mieux de les fournir avec les médicaments qu'il faut pour qu'ils n'aient pas à rendre visite en personne à des cliniques de soins. Donc, il faut en fait utiliser les personnes qui connaissent directement l'environnement local dans cette petite communauté. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question de la part de autonomisation de jeunesse. Et j'aimerais adresser cette question à Martha. Je voudrais bien m'engager avec les leaders de jeunes dans ma communauté sur les droits sexuels et reproductifs. Quels sont les services? Comment est-ce que je peux éduquer? Je voudrais répéter. Je voudrais m'engager à diriger les jeunes et autonomiser les jeunes dans ma région. Quels services précis ou les services de santé reproductive et reproductive? J'aimerais me former moi-même et j'aimerais pouvoir informer d'autres. Oui, je voudrais partager les informations que je crois comprendre. Je crois comprendre cette question. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur l'Internet. Par exemple, nous utilisons une ressource qui s'appelle Amaze. C'est une série de vidéos animées. La plupart des sujets qui ont un impact sur les jeunes, mon cœur est avec vous. Cette question que Odogodo a posée, c'est très différent de parler en situation de manque de ressources, de manque de garantie de programmation en cours de pandémie. Mais c'est très difficile d'essayer de faire quelque chose quand les ressources sont très limitées. Je comprends que quelquefois l'accès tout simple à l'Internet n'est pas facile. Et une de mes réponses serait, il y a des ressources gratuites sur l'Internet. D'après ce que j'ai vu dans beaucoup de pays, il y a des protocoles et des lignes directrices qui ont été développées à propos de services de santé sexuelle et reproductive qui ont été
préparés et créés. La plupart des gouvernements ont déjà des politiques quant à la santé sexuelle et reproductive et les droits sexuels et reproductifs. Donc, je souligne les ressources qui existent gratuitement déjà sur l'Internet. Et voilà, on peut donc trouver la vérité sur les droits sexuels et reproductifs, puisqu'il existe beaucoup d'informations qui courent qui ne sont pas correctes. Mais d'après plusieurs choses que j'ai entendues pendant cette réunion, trouver des outils qui ne sont pas chers, tels que WhatsApp, si vous n'avez pas la connectivité à la maison, à domicile, il y a plusieurs, par exemple en Colombie, il y a plusieurs endroits euh, où on peut aller, par exemple dans des parcs. Le gouvernement a mis des antennes cellulaires, donc on peut avoir un signal en allant au parc. Je sais que c'est pas pareil partout, mais il y a des endroits où on peut se connecter et avoir accès à ce genre de renseignements. Et je crois aussi que ceci est très important. Je sais que en, en tant que jeune, et moi j'ai de jeunes enfants, et ils disent souvent, nous voudrions parler de, de choses autres que le COVID. On voudrait apprendre nos droits sexuels, etc. Et on a utilisé Facebook Live et on a invité différentes personnes qui parlent bien. Et pour vous donner un exemple d'une des réunions que nous avons eues, il y a un programme qui est la masculinité. Tous les hommes ne sont pas découpés par les mêmes ciseaux. Ou le VIH, ce n'est pas simplement 3 lettres. Il y a plusieurs réunions que nous avons organisées aussi à propos de droits reproductifs de femmes aussi, qui ont capté un public très large. Mais pour savoir les droits fondamentaux de nous tous, il y a beaucoup de jeunes qui sont donc exclus des écoles, exclus de la façon de mener la vie quotidienne qu'ils avaient. Je crois que être capable de développer même une stratégie très simple pour vous réunir avec d'autres personnes grâce à WhatsApp ou écouter une station de radio locale. Euh, pour vous donner l'espace ou pour vous aider avec les ressources locales. Par exemple, il y a une couturière qui sait coudre. On a pu, par exemple, apprendre à de jeunes utilisateurs comment créer, coudre leur propre masque. Je sais que c'est quelque chose de très simple, mais il y a des mesures vraiment pratiques qu'on peut commencer à faire tout de suite. Je sais qu'il y a quand même pas mal de restrictions et on a l'impression que tout s'est arrêté, que la vie s'est arrêtée. Mais quelquefois, les idées les plus étranges deviennent les idées les plus importantes. Quelquefois, on n'y prête pas attention. Mais par exemple, nous avons commencé à chercher des leaders de communautés locaux parce que même si les cliniques sont ouvertes de façon très limitée, nous avons commencé à essayer grâce à nos réseaux de jeunes, de demander aux jeunes, voulez-vous travailler avec nous? Si nous imprimons un document, pourriez-vous partager ce document autour de vous, localement dans votre communauté? En fait, c'était une excellente idée. Je sais que les périodes de temps
qui pose un défi. Pendant ces périodes, il ne faut pas se laisser, envahir, par la sensation d'impuissance et qu'il n'y a rien à faire. Mais maintenant, il faut vraiment, travailler de façon créatrice. Merci beaucoup, Martha, de cette, r réponse compréhensive. Je peux voir et entendre que tu as déjà bien maîtrisé la situation pour les jeunes. Une autre question? Pour rester fort, les organisations dirigées par les jeunes doivent rester forts et trouver des opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités disponibles, de dons disponibles? J'aimerais savoir s'il y a des fonds spécifiques disponibles pour soutenir des activités d'organisations dirigées par les jeunes. Pouvez-vous identifier les bailleurs de fonds? Bon, merci Simon de cette question. Il y a beaucoup de ressources qui sont... Il y a beaucoup de plateformes, par exemple, dans ma communauté, il y a des plateformes en ligne qui financent les ONG, qui financent, et il faut soumettre des propositions. Ils mettent ceci sur leur site au Zimbabwe, mais je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, ce genre de plateforme en ligne. J'ai également vu des institutions telles que FP 2020, que des institutions telles que les femmes livrent, ils partagent beaucoup de ressources et des opportunités pour les jeunes et pour les organisations dirigées par les jeunes. Il faut peut-être vous abonner à leur magazine ou journaux réguliers et leurs engagements. Et ils sont là pour les jeunes. Dans mon organisation, on regarde sans cesse pour voir s'il y a des situations spéciales qui émergent. Et on regarde également s'il y a des fonds disponibles qui se concentrent sur nos activités ou qui se concentrent sur notre pays. On a des programmes basés sur les arts, sur des sketchs vidéo pour essayer de faire passer les messages, pour essayer d'engager les jeunes. Et lorsqu'on fait de notre mieux avec les ressources limitées à notre disposition, parfois cela permet de montrer aux donateurs que l'on est résilient, que l'on a des ressources de manière imaginative. Et c'est également un test d'opportunité pour nous. Il faut accroître les opportunités pour les jeunes en matière d'éducation, de financement, de bourses. Mais je crois que cette réunion aujourd'hui représente elle aussi une opportunité. Cette opportunité nous est offerte par IWAC et j'aimerais donc rendre la parole à Katie qui va nous parler un peu plus en détail de cette opportunité d'IWAG qui concerne seulement les organisations menées par des jeunes. Katie. Merci Onward. J'espère que vous pouvez tous voir mon écran. Comme Onward l'a dit, nous avons une opportunité à vous présenter dans le cadre de cette série de webinaires. Il s'agit de se porter candidat pour un don unique
ponctuel qui vous permet d'obtenir des fonds pour financer des choses telles que des réunions Zoom, pour essayer de fournir des laptops supplémentaires aux membres de votre personnel qui n'ont pas de laptop à la maison et qui doivent travailler depuis leur domicile. On accepte des formulaires de demande de manière continue jusqu'au 23 septembre. Et on se penche surtout sur les organisations qui sont de petite taille. Donc, si vous êtes une grande organisation, vous n'allez peut-être pas avoir droit à ce fonds, à ces dons. Ce don en particulier est destiné aux petites organisations, même si je sais que tout le monde a besoin de fonds en ce moment. Et je vous invite à consulter également notre site IWAG, IAWG, où vous pouvez trouver toute une foule d'informations sur nos différentes sessions. Il y a à disposition l'enregistrement de la session 1. Si vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez voir que cette session 1 est maintenant disponible en anglais et en français. Puis je vais noter le site web dans la section chat. Vous pouvez ouvrir le chat et cliquer sur le lien. Il y a un onglet pour envoyer votre formulaire d'inscription. Voilà, notre atelier va prendre fin dans quelques secondes et j'aimerais vous rappeler qu'il y aura une troisième session le 17. Voilà. Si vous avez des questions concernant ce programme de financement, je vous prie de bien vouloir me contacter par email. Merci, Katie. Merci à tous d'avoir apporté vos points de vue, vos réflexions. Et merci de nous aider à continuer de faire notre travail. Et pour les organisations communautaires, les organisations de jeunes, je vous invite à envoyer votre formulaire d'inscription pour ce financement avant le délai. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les participants, j'aimerais remercier toutes les panélistes qui ont consacré une partie de leur temps aujourd'hui pour transmettre ces ressources importantes et ces informations. Et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés à travers le monde, je vous remercie pour votre participation. Cette série de webinaires est consacrée au thème Standing Strong, restez debout, restez fort. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie IWAG, l'équipe FP 2020, toutes les équipes qui ont collaboré pour organiser cette session. Et je vous rappelle que la session a été enregistrée, donc si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter notre session, vous pouvez la partager avec vos collègues, avec vos amis. Les ressources, les liens, les informations qui ont été partagées par les panélistes aujourd'hui vont également être partagées en ligne. Comme Katie l'a dit, une troisième session aura lieu. Elle est indiquée sur le site Internet Le 17. intitulé Getting Ahead.
aller de l'avant. Cette session va porter sur les différentes méthodes de collecte de fonds et de discussion avec les donateurs. On a parlé de la possibilité d'une deuxième vague. Et donc, ce contexte de pandémie va se poursuivre. L'équipe qui prépare cette J'aimerais session. remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette session. Et je remercie toutes les personnes qui ont parlé et comme vous l'avez vu, ce sont des personnes fantastiques. Stacy, je t'adore. Merci à tous. À bientôt.